Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse énormément pour ce retard. J'avais des, des préoccupations personnelles. Alors, dans cette leçon, on va voir le mouvement. Et ce chapitre, le mouvement, il est très important en physique. Il faut bien le comprendre. Et en même temps, il est très facile à comprendre. Donc, on ne peut pas parler de mouvement, si on ne se réfère pas à une référence. بمعنى آخر أي حركة ما هي إلا نسبية. Donc tout mouvement n'est que relatif par rapport à une référence, bien sûr. Donc si on dit que un corps A est en mouvement, il faut spécifier ou sous-entendre qu'il est en mouvement par rapport à un autre corps qui peut être immobile. Donc on dit que le mouvement, il est relatif. Alors si on prend, bon, on donne un petit exemple, on prend par exemple un bonhomme sur une bicyclette, ok? Et on prend un arbre. Alors, on ne peut pas dire que le cycliste est en mouvement si on ne se réfère pas à une référence. Dans ce cas, on va prendre comme référence l'arbre, par exemple. Donc, on va dire que le cycliste, il est en mouvement par rapport à cet arbre. Donc, l'arbre, c'est une référence. Et on peut dire que l'arbre est un référentiel. Donc, c'est un référentiel. Référentiel, ça vient du mot référence. Donc, on se réfère à cet arbre pour décrire le mouvement du cycliste. Donc, بمعنى آخر هو هاد الدراجي ما يمكنناش نقول بأنه راه في حركة إلا ما لقيناش بالنسبة اش من جسم راهو في حركة. في هذه الحالة هذه كنا نقولوا بأنه في حركة بالنسبة لهاد الشجرة. Donc, هاد الشجرة c'est un référentiel. Il y a plusieurs exemples, bien sûr. Alors, mais pour localiser un corps en mouvement, il ne suffit pas de le décrire par rapport à un référentiel seulement. Il faut autre chose pour bien déterminer sa position. Alors, on va prendre un petit exemple pour éclaircir ce point. On va dire petit a. Si je prends par exemple un corps A, un cycliste ou une voiture ou n'importe quoi, qui se déplace suivant une ligne droite. Donc, il est, par exemple, à un temps T0, il est à A0, un temps T1, il est à A1, un temps T2, il est sur A2. Donc, est-ce que si je me réfère à un arbre sur cette droite, je vais pouvoir déterminer sa position? Impossible. L'arbre, il ne sera qu'une référence pour décrire le mouvement du corps A. C'est tout. Mais pour localiser ce corps A qui se déplace d'une façon rectiligne, c'est-à-dire sur une droite, il faut que je détermine un repère. Donc là, mon repère, donc, ce sera une droite sur cette trajectoire. Donc, je peux tracer une autre droite qui va être sur cette trajectoire. On va l'appeler D. Et qu'il y a, je vais prendre une origine que je vais appeler O. Donc,
d'abscisse 0, bien sûr, et je vais rajouter un vecteur unitaire que je vais appeler I. Alors, le vecteur unitaire, il a pour module, donc l'intensité ou le module ou la valeur du vecteur unitaire I est égale à 1. 1, ça peut être 1 kilomètre, ça peut être 1 mètre, ça peut être 1 centimètre, tout dépend du problème posé. D'accord? Alors, maintenant, je peux déterminer la position du corps A qui est en mouvement d'une façon rectiligne à chaque instant. Par exemple, à T2. Alors, au temps T2, j'ai le vecteur au A2 qui est égal à toute cette distance qui peut être, par exemple, petit a2 ou x ou ce que vous voulez. Donc, l'abscisse du point A2 sur cette droite est égale à A2. Donc, dans ce cas, le vecteur OA2 est égal à la petite abscisse A2 fois le vecteur unitaire I. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, c'est tout simple. Cela veut dire que le vecteur OA2, elle est égale à 2 fois I. Donc, je vais prendre I à 2 fois pour trouver le vecteur A2. Concrètement, si j'ai par exemple A, je dis n'importe quoi, allez, A6, il est par exemple à 15 mètres, par exemple, si je prends ici une unité, le mètre, donc il est à 15 mètres de l'origine. Dans ce cas, le vecteur O A6 est égal à 15 fois le vecteur unitaire. C'est pour ça qu'on prend un vecteur unitaire. Donc, si je prends I plus I plus I plus I 15 fois, je vais trouver la position du corps qui est en A6. Donc, elle est égale à 15 fois vecteur unitaire. Bien sûr, cela veut dire aussi que le module de OA6, qui est égal à OA6, elle est égale à 15 mètres. Là, c'est une expression vectorielle et là, c'est une expression scalaire. Alors, dans mon premier cas, mon corps se déplace d'une façon rectiligne, donc sur une droite. Alors, j'ai pris un repère unidimensionnel parce que c'est une droite. Donc, il n'y a qu'une seule dimension. Une seule dimension. À chaque fois, je ne peux localiser, repérer le corps A qu'avec une seule valeur, un seul paramètre. Donc, c'est un repère unidimensionnel. La droite, dans cet exemple, c'est un... Alors, on est en présence d'un repère, donc D, en l'occurrence, c'est un repère unidimensionnel. Il n'a qu'une seule dimension. Donc, à chaque fois que j'ai un mouvement rectiligne, c'est une trajectoire en ligne droite, donc je peux prendre un repère unidimensionnel pour pouvoir repérer le corps à chaque instant. Maintenant, mon corps ne se déplace plus sur une trajectoire rectiligne. Il va se déplacer sur un plan, sur une surface. Si je prends ce capuchon et je le déplace sur cette feuille, eh bien, je peux dire que ce corps, il se déplace sur un plan. Est-ce que si je prends un repère unidimensionnel, va me permettre de localiser à chaque instant ce capuchon? Bien sûr que non. Parce que je sors d'une trajectoire rectiligne et du coup, une seule dimension ne me suffira plus pour déterminer exactement sa localisation sur cette feuille.
B. Alors, j'ai mon corps A qui est ici un instant T0 et un instant T1, il est là. Un instant T2, il est là. Un instant T3, il est là. Donc, mon corps, il ne suit plus une droite. Il se déplace sur un plan. Donc, mon repère ne sera pas unidimensionnel, mais il sera bidimensionnel. Donc, pour localiser mon corps, je dois tracer un repère bidimensionnel avec 2 dimensions. Donc, à chaque fois, il me faut 2 paramètres pour déterminer exactement sa position. Un paramètre sur l'axe des x, donc ce sera x0. Un paramètre sur l'axe des y, ce sera y0. Pareil pour l'instant t1. Quand mon corps vient en position A1, pareil. Donc j'aurai x1, y1, A2, x2, y2. Donc, à chaque fois, il me faut 2 valeurs. Donc, je suis en présence d'un repère. Ça, c'est un repère bidimensionnel, 2 dimensions. Alors, grâce à ce genre de repère bidimensionnel, je peux localiser à tout moment la position de mon corps, qui n'est plus rectiligne, comme je l'ai dit. Et bien sûr, comme précédemment, j'ai toujours pour un repère une origine qui est commune pour l'axe des x et l'axe des y. Bien sûr, ça, on peut le prendre en mètres, y aussi en mètres, pourquoi pas. Et à chaque fois, il y a toujours un vecteur unitaire. Donc sur l'axe des x, c'est un vecteur i. Sur l'axe des y, c'est un autre vecteur j. Mais la valeur ou l'intensité de i, le module de i est égal au module de j, toujours, qui est égal à 1. Il faut toujours prendre un vecteur unitaire. Donc, 1, ça peut être 1 mètre, ça peut être un décamètre, ça peut être un centimètre. Tout dépend du problème posé. Alors, par exemple, si je veux définir le vecteur O à 1, donc j'ai mon vecteur O à 1, je sais que le point à 1, il a pour abscisse x1, d'accord, et il a pour ordonnée y1. Donc, je peux dire que sur l'axe des abscisses, j'ai une projection du vecteur O1 qui est égal à x1 fois i. Et sur l'axe des ordonnées, j'ai une projection du vecteur O11 qui est égal à y1 fois j. Donc je peux dire que le vecteur O11 est égal à x1 fois le vecteur i plus y1, qui est la projection qui est l'ordonnée de A1 sur l'axe des y, y1 fois j. Donc, vous voyez bien que grâce à ce repère bidimensionnel, à 2 dimensions, je peux localiser exactement à tout moment la position de mon corps. Donc, pareil pour le vecteur A2, ça est égal à x2 fois i plus y2 fois j. Donc, je suis en présence d'un repère. Donc, on peut dire que bon, OIJ, c'est-à-dire ce repère-là, est un repère bidimensionnel. Alors,
ça veut dire 2, parce qu'à chaque fois, je détermine la position de mon corps grâce à 2 paramètres. À chaque fois, j'ai une abscisse et une ordonnée. Bon, on peut aller encore plus loin si, par exemple, je veux faire l'étude du mouvement d'un avion. Un avion, on sait bien, quand il est sur le sol, alors pour qu'il puisse voler, il fait un trajet rectiligne, après il prend les airs et il peut faire une vrille ou un virage. Donc, est-ce que avec un repère unidimensionnel, c'est-à-dire si je prends une droite, je peux localiser à tout moment mon corps, c'est-à-dire l'avion? Impossible. Est-ce qu'avec un repère bidimensionnel, c'est-à-dire avec 2 axes, comme j'ai vu tout à l'heure, je peux localiser à tout moment mon avion? Impossible. Mais si je prends un repère tridimensionnel, c'est-à-dire parce que l'avion, il se déplace dans l'espace, donc je suis obligé de prendre 3 dimensions, c'est-à-dire un repère tridimensionnel. Donc, si j'ai mon corps à 0, il va faire à 1, il va sortir du plan carrément, il va remonter, bon, je vais le schématiser comme ça, à 2, après il redescend, ça va faire à 3, et ainsi de suite. Là, il faut que je prenne un repère avec 3 dimensions. C'est clair. Donc, je vais prendre, il y a toujours une origine. J'ai l'axe, par exemple, des X, ici, j'ai l'axe des Y, j'ai l'axe de Z. Donc, il y a toujours une largeur, une longueur et une épaisseur ou une hauteur. Donc, à chaque fois, je peux déterminer à chaque instant la position de mon corps. Par exemple, si je prends le vecteur, je dis n'importe quoi, allez, si je prends le vecteur O A2, eh bien, la position de A2, je peux la projeter sur les 3 axes ou les 3 plans. Donc, le point A2, il a 3 coordonnées. Il a X2, il a Y2 et il a Z2. Alors, comme précédemment, je ne peux pas parler de repères si je ne précise pas les vecteurs unitaires. Bon, ici, j'ai I, ici, j'ai J, et sur l'axe des hauteurs, j'ai le vecteur K. Donc, le module, à chaque fois, le module de I est égal au module de J, qui est égal au module de K, et qui est égal à 1. 1, ça peut être, comme j'ai dit, 1 mètre, 1 décamètre, 1 kilomètre. Tout dépend du problème posé. Donc, comme vu précédemment, mon vecteur O A2, il est égal à la projection ou l'abscisse de A2 sur l'axe des X. Donc, ça va être X2, d'accord, fois le vecteur unitaire qui dépend de l'axe des X, plus sa projection sur l'axe des Y, ça va être Y2, fois le vecteur unitaire J, plus la projection sur l'axe des Z, qui va être Z2, fois le vecteur unitaire K. Donc, on voit bien qu'on détermine à chaque instant la position de ce corps, mon corps A, grâce à 3 ordonnées, 3 paramètres à chaque fois, associés à des vecteurs unitaires, parce que je travaille en vectoriel, c'est normal. Donc, je vois bien qu'il s'agit d'un repère. Alors, on peut dire que O, I, J, K est un repère de l'espace, dans l'espace, c'est un repère tridimensionnel. Tridimensionnel.
Voilà, donc en conclusion, on ne peut parler de mouvement que si on se réfère à une référence, c'est-à-dire on dit qu'un corps est en mouvement par rapport à notre corps, mais une référence ne suffit pas pour localiser exactement la position de mon corps qui est en mouvement. Donc là, je rajoute un repérage. Donc je parle de repère, soit un repère unidimensionnel, soit un repère bidimensionnel ou un repère tridimensionnel, pour pouvoir localiser à chaque instant mon corps. Quand on parle de mouvement, on sous-entend qu'il y a une vitesse. Parce qu'il ne peut pas y avoir un mouvement sans être associé à une vitesse, un vecteur vitesse. Alors, on va spécifier deux sortes de vitesse. Il y a la vitesse moyenne et il y a la vitesse instantanée, à chaque instant. Alors, la vitesse moyenne, VM, comment on peut l'exprimer ou comment on peut la décrire? C'est très simple. Par exemple, si je fais un petit voyage, bon, je pars de Marrakech pour arriver à Casablanca, à Casa. Je sais que cette distance Marrakech-Casa est égale à D, qui est égale à peu près 250 km. D'accord? Mais si je pars de Marrakech à 11 heures du matin, d'accord? Et pendant mon chemin, je fais une petite pause à Stade, par exemple. Je reprends ma route et entre Stade et Casa, je fais une petite escale à Barchid, par exemple, une autre petite escale, et j'arrive à Casablanca vers le coup de 17 heures. Alors là, je ne peux pas parler de mon trajet Marrakech-Casa d'une vitesse instantanée. Non, je ne peux parler que d'une vitesse moyenne. Et pour déterminer ma vitesse moyenne, il me faut deux paramètres très importants. Alors, il me faut la distance parcourue, la distance entière, donc c'est la distance Marrakech-Casa, et il me faut la durée de mon parcours. Donc, la durée de mon parcours, elle est égale à delta t, qui est égal au temps final, c'est-à-dire le temps de l'arrivée, de mon arrivée, moins le temps initial de mon départ. D'accord? Alors, le delta t, alors, je suis arrivé à 17 heures, d'accord? Moins mon temps de départ, j'ai fait mon départ à 11 heures. Ça veut dire que la durée de mon trajet, de mon petit voyage, elle est égale à 6 heures. Et moi, je sais que la vitesse moyenne est égale, ma vitesse moyenne est égale à la distance parcourue en mètres, en kilomètres. C'est pareil, divisé par delta t. Alors, si je prends ma représentation numérique, la distance D est égale à 250 km divisé par delta t qui est égal à 6 heures. Donc, je peux déduire que ma vitesse, alors, elle va faire 250 sur 6, bon, ça fait 4, 10, 8, 5, 6. Donc, ma vitesse moyenne, elle est environ 41,6 km par
heure. Donc, je peux la convertir en mètres par seconde, si vous voulez. Donc, c'est de cette façon qu'on détermine une vitesse moyenne d'un corps. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir deux paramètres, la distance parcourue et la durée que le corps a fait pour parcourir cette distance d. Maintenant qu'on a vu la définition ou l'expression de la vitesse moyenne, on va attaquer la vitesse instantanée, qui est très importante aussi. Donc, on va parler de vitesse instantanée. Bon. Déjà, dans ce mot, il y a l'instant. Donc, à chaque instant, elle est égale à quoi cette vitesse? Bon, alors, si j'ai un corps qui se déplace, bon, il est à T0 par exemple, il est en A0, à T1, il est en A1, à T2, il est en A2, ainsi de suite, à T3, il est en A3. D'accord? Donc je peux dire ici à T0, l'instant T1, l'instant T2, l'instant T3, et ainsi de suite, jusqu'à une position AN à un instant Tn. Alors, la définition même de la vitesse instantanée, à un instant donné, par exemple, si je veux déterminer la vitesse instantanée à l'instant T2, donc VI, à l'instant T2, si vous voulez, est égal. Je sais qu'en général, une vitesse, elle est égale à une distance divisée par un temps. Alors, la distance, elle va être exprimée par A1, A3. Donc, c'est toute cette distance entre deux positions toutes proches de A2, les plus proches. Donc, la distance, ça va être A1, A3, c'est-à-dire la distance A1, A3, divisé par, l'instant T3, c'est-à-dire l'instant final, moins l'instant initial, T1. Seulement, et c'est très très important, parce que on peut dire quelle différence entre la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. Il n'y a pas de différence finalement. On prend une distance, on la divise par une durée. Il y a une grande différence. Parce qu'il faut se mettre en tête que les instants, ils sont tellement petits, parce que presque, on va parler d'une limite. On va parler d'une limite quand t tend vers 0. Enfin, quand cette différence tend vers 0, c'est-à-dire pour définir la vitesse instantanée, on ne peut pas prendre de grandes distances et de grandes durées. Non, on va prendre les plus petites distances possibles et les plus petites durées. Donc, si ici sur mon schéma, j'ai A2 très loin de A3 et très loin de A1, normalement, ils sont presque confondus. Bon, là, c'est comme si on zoome sur cette partie. Mais réellement, A2, elle est toute proche de A3. A2 est toute proche de A1. Pour que les temps, les durées soient trop petites. Donc là, on parle de vitesse instantanée. Et en général, on donne entre deux instants proches une valeur qui s'appelle taux. Donc ici, j'ai taux et ici, j'ai taux. C'est comme si j'ai une distance A1, A3 divisé par 2 taux. Donc normalement, c'est ça la définition de la vitesse initiale. Instantanée. Donc je pense que c'est tout pour cette leçon. La prochaine leçon, on
on va voir l'équation horaire d'un mouvement, qui est très important, qui est très simple et très facile. Et en même temps, on va faire beaucoup d'exercices. Merci beaucoup.